Mesdames et messieurs les jurés, vous avez été aujourd'hui tirés au sort. Et une tâche très importante vous incombe désormais. Vous allez devoir sceller le sort de nos accusés et ainsi déterminer s'ils sont, ou non, coupables des faits qui leur sont reprochés. Cependant, l'exercice auquel vous êtes aujourd'hui soumis présente une particularité. En l'espèce, les affaires qui nous concernent vont voir utiliser les mathématiques dans leur développement, leur illustration, leur argumentation. Cela étant dit, veuillez prendre place. Je déclare l'audience ouverte. Inspiration. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du 154 Book Club. J'espère que vous allez bien, j'espère que mon jeu d'acteur en intro vous aura plu, vous aura convaincu, et surtout que vous aurez compris qu'aujourd'hui on s'attaque à un livre qui propose une approche qui aborde les enquêtes judiciaires et les affaires judiciaires, histoire de ravir les fans de true crime que vous êtes, mais qui les aborde avec un angle d'attaque qui est celui des mathématiques et surtout de comment l'utilisation des maths peut influencer une situation juridique. C'est assez amusant d'avoir une approche comme ça parce qu'on va finalement toucher du doigt la criminalistique. Autrement dit, les sciences forensiques au sens large, avec tout ce qu'il y a de médico-légal, chimie, biologie, génétique, etc. Et les méthodes qui y sont associées, mais sans totalement en être. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être le raisonnement mathématique. Et si la criminalistique vous intéresse au sens large, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres épisodes. J'en profite d'ailleurs également, si ces sujets vous intéressent, sachez qu'on a déjà un épisode long, il me semble que c'est la leçon numéro 2 si je dis pas de bêtises, qui traite de la criminologie au sens de l'approche sociologique du crime, qu'est-ce que le crime, comment on le définit, qui sont les criminels, pourquoi ils commettent des crimes, avec dans cet épisode un cas d'étude dédié qui est le film du Loup de Wall Street. Donc si ça n'est pas déjà fait, foncez écouter cet épisode parce qu'il est vraiment super. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos mathématiciens. Le livre du jour s'intitule « Les maths au tribunal ». Il y a un sous-titre « Quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires ». Il a été écrit par Leila Schneps et Coralie Colmez, qui se trouve être sa fille. Alors, qui sont Leila Schneps et Coralie Colmez ? Toujours important d'avoir un peu de contexte. Leila Schneps est une mathématicienne américaine qui vit en France et qui est aujourd'hui directrice de recherche au CNRS. Elle se spécialise sur un domaine que l'on appelle la théorie des nombres, mais ne vous en faites pas, on ne va pas s'intéresser à ce sujet aujourd'hui, on ne va pas s'y attarder. Et elle a été formée pour partie à Harvard ainsi qu'à l'Université de Paris-Sud. Ce qui est amusant aussi, c'est que Leila Schneps est par ailleurs auteure de romans policiers, ce qui explique finalement qu'elle ait eu envie de mêler ces deux sujets dans le livre qu'on considère aujourd'hui. La seconde autrice, Coralie Colmez, fille de Leila Schneps, est elle, pour sa part, diplômée de Cambridge, en mathématiques bien sûr, et œuvre notamment à la vulgarisation des mathématiques. Le livre, écrit par mère et fille, est sorti en 2015. Il se compose de 10 chapitres qui se structurent toujours de la même façon. Vous avez une première partie qui présente un concept, une règle, une logique mathématique de façon assez intuitive et assez simple. Et ensuite, on a l'illustration de ce concept-là avec une affaire judiciaire ou un fait divers. Je vais vous donner des exemples. 2 grands exemples qui correspondent à 2 chapitres du livre. On va commencer par le premier exemple qui se trouve être le premier chapitre du livre, l'affaire Sally Clark. L'histoire de Steve et Sally Clark, c'est une histoire d'un couple vivant à Londres qui a le désir de fonder une famille. Ce désir, il semble se concrétiser en septembre 1996 avec la naissance d'un fils qui s'appelle Christopher. Le bébé est aimé, chéri, mais il semble assez fragile et début décembre de la même année, il attrape un rhume. Après avoir consulté le médecin, a priori, il ne faut pas s'en inquiéter. Seulement, voilà, le 13 décembre 1996, après que Sally soit descendue se servir à boire dans la cuisine et qu'elle remonte une dizaine de minutes après, en passant par la chambre, elle voit son bébé, le visage gris. Une ambulance est appelée, le bébé est emmené à l'hôpital, mais il décédera et l'autopsie révélera une infection pulmonaire.
Quelque temps plus tard, Sally tombera de nouveau enceinte le 29 novembre 1997. Naît le petit Harry, en pleine santé. Comme le veut la règle du système de santé en Angleterre, le nourrisson, Harry, est placé sous surveillance pour éviter que la situation ne se reproduise et les parents sont notamment formés aux gestes de réanimation. L'enfant, lui, porte une alarme qui est supposée sonner en cas d'arrêt respiratoire. Quelques mois après, en janvier 1998, Sally emmène Harry au centre médico-social pour des examens et des vaccins de routine. À la suite, le bébé devient soudainement très calme, lui qui était plutôt joyeux, plutôt actif. Il devient pâle, il devient léthargique. 5 heures après l'épisode des vaccins, rentré à la maison, Steve essaye de jouer avec son fils. Ne répondant pas, il le laisse, mais quelques minutes après, Sally hurle désespérément. Harry est devenu livide, inerte. Steve essaye de le ranimer et le cauchemar recommence. Ambulance, hôpital, médecin, décès du nourrisson. Seulement cette fois, l'autopsie révèle plusieurs choses suspectes. Une hémorragie de la rétine, qui est un signe fréquent en cas d'étouffement. Une côte cassée et la présence de bactéries dans le nez, la gorge, les poumons et l'estomac du petit Harry. Le légiste estime qu'il faut faire une enquête approfondie. Steve et Sally sont arrêtés pour le meurtre de leurs 2 enfants. Venons-en maintenant au procès. Bien que les avocats de la défense soient brillants, un témoignage, celui de Roy Meadows, reconnu pour certains faits en pédiatrie à l'époque, va tout faire basculer. Je vous passe un certain nombre de rebondissements et de détails. Venons-en à cette première erreur mathématique. Afin de confirmer l'accusation, Meadows a calculé une probabilité. Non pas que un seul, mais bien 2 morts subites du nourrisson arrivent dans la même famille. Pour faire ça, il a pris une probabilité que la mort subite d'un nourrisson arrive. Il a tiré ce chiffre d'un rapport. Je vous donne le chiffre. La probabilité est de 1 sur 8543. Pour qu'on ait 2 morts subites du nourrisson dans la même famille, il a multiplié ce chiffre par lui-même. Il a mis ce chiffre au carré. Alors pourquoi il a fait ça ? Il a fait ça parce que la situation s'est produite 2 fois dans la même famille. Mais alors, où est l'erreur mathématique ? Eh bien le calcul, assez simple que je viens de vous donner, qui est de multiplier les probabilités entre elles, n'est valable qu'à une seule condition, unique. Mais elle est absolument essentielle, il faut la respecter. Il faut impérativement que les événements que l'on considère soient indépendants. Or, ça n'est pas le cas. Il y a des facteurs de risque qui sont connus, qui favorisent la mort subite du nourrisson, c'est une première chose. Maintenant, admettons que notre couple, les Clark, ne présentait pas ces facteurs de risque connus. Comment peut-on être certain que les événements sont indépendants ? On ne peut tout simplement pas le supposer tant que cela n'a pas été prouvé. Pire encore, dans le cas que je vous présente, un rapport semblait mettre en avant le fait que certains facteurs, notamment génétiques, augmentaient la probabilité que cela se reproduise dans une même famille. Autrement dit, le fait d'avoir ce potentiel facteur génétique dans la famille, et peut-être d'autres facteurs favorisants, vont augmenter la probabilité et rend les événements non indépendants. Et cette info, elle est absolument primordiale parce qu'elle change totalement la probabilité qui a été calculée. Au-delà de ça, on a une erreur de raisonnement qui est absolument fondamentale. Admettons qu'on ait calculé la bonne probabilité et qu'elle soit, d'après le livre, de 1 sur 73 millions. Autrement dit, vous avez une chance, ou plutôt malchance, sur 73 millions d'avoir 2 morts subites du nourrisson dans la même famille. Admettons ce chiffre. Soit. Mais avoir une probabilité de 1 sur 73 millions, ça ne veut pas dire la probabilité que ça survienne est tellement faible que la situation qu'on a aujourd'hui ne peut pas l'être. Et sous-entendu donc que nos accusés, les Clark, sont coupables. Ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut juste dire que la probabilité est extrêmement faible. On va prendre un comparatif. Admettons que vous jouiez au loto. Il y a une loterie et 73 millions de tickets sont vendus à 73 millions de personnes différentes. On va avoir un gagnant. La probabilité que ce gagnant ait le ticket d'or, elle est de 1 sur 73 millions de tickets. Pour autant, ça ne veut pas dire la probabilité que Jean-Claude ait gagné est tellement faible que Jean-Claude a forcément triché pour gagner. On se doute
évidemment que l'événement va se produire, mais avec une probabilité extrêmement faible. Vous-même, quand vous avez joué, vous vous êtes dit, bon, on joue, mais c'est quand même un événement qui est super rare. Mais bien qu'il soit super rare, le fait de remporter la loterie, ça ne veut pas dire que ça ne se produit pas. On a donc nos deux erreurs à la fois de calcul et de raisonnement. Il y a aussi un facteur qui va jouer, c'est que la façon dont les arguments ont été présentés a forcément faussé le raisonnement de notre jury. Au procès, finalement, on avait une présentation qui était telle que il y a une chance sur 73 millions que cette situation soit arrivée sans cause médicale. Autrement, ça veut dire que Sally Clark a tué ses enfants. Présenté comme ça, le jury, forcément, décide de la culpabilité. Je vous épargne la fin de l'histoire, il y a eu un certain nombre de rebondissements. Je vous propose qu'on passe au deuxième exemple. Un exemple que vous connaissez probablement d'ailleurs, c'est Ponzi. Vous connaissez les fameuses pyramides de Ponzi, qui sont des mécanismes frauduleux, d'arnaque, que l'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui. Cette expression de la pyramide de Ponzi vient de Carlo Ponzi, qui changera son prénom lorsqu'il arrivera aux États-Unis en 1903, pour devenir Charles Ponzi. Charles Ponzi, immigrant italien arrivé aux États-Unis, selon la légende urbaine, avec 2,50 $ en poche, mais 1 million de dollars en rêve. Dès son arrivée, il va commencer à faire des petites magouilles, le Ponzi. Et pour un peu de contexte, en 1907, il y a une panique financière, une crise financière très importante. Et grâce à l'intervention de JP Morgan, la crise a pu être résolue. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, la banque JP Morgan est une banque ultra puissante dans le monde de la finance. Bon, ça c'est un contexte. Et en 1907, justement, au moment de cette crise, Ponzi migre vers le Canada car il n'arrive pas à trouver de travail. Mais il a, cela dit, deux choses pour lui. Une inventivité créative très forte et un charisme, une personnalité absolue. Ponzi, au Canada, il travaillera dans une banque qui finira par s'effondrer d'ailleurs. Et je vous fais une petite ellipse temporelle pour vous dire qu'en 1910, le voici de retour aux États-Unis. Après quelques magouilles, c'est dans sa nature, il passera 2 ans en prison et lorsqu'il ressortira, j'avance un peu dans la frise chronologique à nouveau, on est en 1918, il finira par se marier. Et après son mariage, il prend la direction d'une supérette. Il se dit, bon, ok, la supérette c'est bien, mais je vous rappelle qu'il a quand même 1 million de dollars en rêve. Et donc il n'a qu'une ambition, c'est faire de l'argent, beaucoup d'argent, et ça le plus vite possible. Et là il va se passer un truc qui est assez intéressant pour Ponzi, c'est qu'il va recevoir une lettre. Une lettre qui vient d'Espagne, et dans laquelle son correspondant a glissé ce qu'on appelle un coupon-réponse international. C'est une sorte de bon d'achat qui est glissé dans l'enveloppe par l'expéditeur de la lettre pour permettre à celui qui reçoit la lettre d'aller échanger ce bon d'achat contre un timbre et qui permettra en fait de renvoyer une réponse. Alors pourquoi je vous dis que c'est intéressant? Parce qu'à l'époque, le prix du coupon est fixe en Espagne, alors que la valeur de la monnaie espagnole, suite à la Première Guerre mondiale, a fortement chuté par rapport au dollar. Autrement dit, Ponzi se dit qu'il y a la possibilité de faire un arbitrage. C'est-à-dire que la situation est peut-être la même en Italie et que, comme le prix d'achat et de revente sont différents, il y a moyen de se faire de l'argent. Concrètement, en convertissant 1 dollar de monnaie italienne au taux de change correspondant du jour, cela permettrait à sa famille en Italie de pouvoir acheter un certain nombre de ces fameux coupons internationaux, de les envoyer à Ponzi, qui lui les convertirait pour ensuite acheter des timbres à 5 centimes. Et encore plus concrètement, la magouille que Ponzi est en train de mettre en place, c'est que grâce à cette différence des valeurs de la monnaie, Ponzi a fait un petit calcul, il va tout simplement pouvoir convertir 1 dollar en 3,30 $. De l'argent facile, ça tombe du ciel. Évidemment, notre petit Ponzi ne va pas laisser passer ça, il va créer une société qui s'appelle la Old Colony Exchange Company pour organiser un achat en masse des coupons internationaux. Il va les faire acheter en Europe et la conversion va être faite ensuite aux États-Unis. Sauf que pour acheter en masse et donc être ultra rentable, Ponzi va déjà avoir besoin d'un petit capital de départ. Il va donc se souvenir de la leçon de JP Morgan lorsqu'il a sauvé la crise de 1907. C'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. Il va utiliser son charisme pour convaincre et trouver des investisseurs. Le charisme est évidemment lié à une autre arme hyper importante. C'est qu'ici, on a des promesses de rendement phénoménales.
50% de profit après 45 jours et 100% après 90 jours. Ce que ça veut dire, c'est que tous les 3 mois, si vous êtes investisseur, votre investissement, il double. C'est absolument incroyable. Donc vous imaginez bien aujourd'hui que notre pauvre livret A à 2,5%, à côté ça fait quand même pas le figure. Évidemment, Ponzi, il arrive à convaincre des investisseurs, d'autant plus que les premiers investisseurs vont effectivement recevoir le produit de leur investissement. L'opportunité qui est proposée par Ponzi devient donc le nouvel Eldorado et tout le monde veut en être. Sauf que là, les choses vont commencer à se gâter. Parce que Ponzi, et lui seul le sait, arrête purement et simplement d'acheter des coupons de réponse internationaux. Il arrête. Sauf que pour payer les premiers investisseurs, ça va, parce qu'on a pu faire effectivement la conversion comme c'était prévu. Sauf que les nouveaux investisseurs, il faut pouvoir les rembourser. Et donc là, on va être obligé de recruter de nouveaux investisseurs dont l'argent va rembourser les premiers. Imaginez un peu 2 minutes. Vous me confiez de l'argent. J'investis à la Ponzi, etc. Je vous rembourse, tout va bien. Maintenant, imaginez la même situation, sauf qu'au lieu d'investir, je fais ce que Ponzi a fait dans un second temps. Je trouve de nouveaux investisseurs qui vont rembourser effectivement vos intérêts d'une part, mais moi, au passage, hop, je prends évidemment ma commission. Sauf que pour rembourser ces 2 nouveaux investisseurs, il va falloir de nouveaux investisseurs. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On tombe dans la fameuse pyramide de Ponzi. Et là, vous allez me dire, ok, mais que viennent faire les maths là-dedans? Eh bien, tout simplement, la suggestion de nos autrices, c'est de dire que finalement, une simple modélisation, un simple petit calcul, aurait pu éviter à des milliers de personnes de perdre des tonnes d'argent. La première possibilité, c'est calculer tout simplement le nombre d'investisseurs nécessaires. C'est un peu ce que j'ai commencé à citer plus haut, mais toutes les périodes de retour sur investissement, dans notre cas 3 mois, on doit avoir de nouveaux investisseurs qui rentrent dans le jeu pour que tout le monde soit remboursé. Sauf qu'il va falloir eux-mêmes les rembourser, et ainsi de suite. Donc on vous épargne évidemment le calcul, mais on se rend compte très vite que c'est absolument intenable et que le nombre de personnes qui doivent être concernées est exponentiel. La deuxième possibilité, ça aurait été de faire un modèle sur les fonds nécessaires et les fonds qui sont remboursés. De la même façon avec cette période de rentabilité des 3 mois supposés. À nouveau, sans aucune surprise, très rapidement, les chiffres vont exploser. C'est calculé dans le livre. On arrive à 6 milliards à rembourser au bout de 4 ans. Et je vous rappelle qu'on est dans les années 1920. Donc, ça me paraît assez évident que le modèle finira par s'effondrer sur lui-même. Dans les faits, il y a quand même quelqu'un qui va faire basculer l'histoire et qui va faire en sorte que finalement le modèle, le château de cartes s'écroule. Mais ça, c'est raconté dans le livre, donc je vous laisserai aller lire ou je vous laisse faire vos recherches par ailleurs. Maintenant, prenons un peu de recul sur les livres. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, c'est plutôt pas mal. Je trouve l'approche originale. Potentiellement, ça peut amener à réconcilier certains avec l'image des maths. Je dis l'image des maths parce que je sais très bien que vous n'allez pas vous mettre à faire des probas et des stats après la lecture. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir une approche qui nous présente comment appliquer les concepts qu'on a parfois appris il y a très longtemps et qu'on n'utilise pas pour tout le monde au quotidien. Après, il y a quand même des choses sur lesquelles je suis un peu plus mitigé. Je vais vous dire quoi, mais vous allez voir, on va faire quand même preuve de nuance. Premier point, je trouve que pour certains concepts et certaines affaires, les exemples sont pas toujours hyper appropriés. Je pense notamment à Ponzi. J'ai fait exprès de vous le citer. Oui, on comprend qu'un simple calcul de rentabilité, ça peut amener à se dire « en fait, il faut peut-être pas investir ». C'est vrai, mais le cœur de l'affaire, il n'est pas là. C'est oublier un contexte économique, social, c'est oublier l'aspect humain qu'il y a derrière. Idem, dans le livre, on parle de l'affaire Dreyfus. Alors oui, l'utilisation d'un modèle de décodage d'une pseudo-lettre d'espionnage a joué énormément, j'insiste énormément sur le déroulé de l'affaire, mais c'est quand même omettre toute la dimension politique et antisémite qu'il y a eu dans l'affaire. Il y a aussi d'autres affaires qui sont évoquées, notamment le chapitre qui s'appelle « Le mauvais modèle », que j'ai trouvé pas particulièrement intéressant, même si derrière on comprend que l'idée c'est de se dire que pour arriver à une potentielle preuve de culpabilité et innocence, il est nécessaire d'avoir un modèle qui corresponde le plus à la réalité, etc., etc. Bon. Ce que je dis là, c'est finalement un reproche qui a déjà été fait lorsque le livre est sorti,
à savoir mettre en avant un certain poids des mathématiques, pouvant parfois être perçu comme étant le facteur absolu et déterminant lors d'un procès, en omettant le reste. Maintenant la nuance, et je vous avais dit qu'on ferait preuve de nuance. C'est que d'une part, ça peut être un parti pris de nos autrices comme angle d'analyse, c'est les mathématiques. Et d'autre part, ça paraît assez évident sans qu'on ait besoin de le dire, que ce n'est pas le seul facteur de contexte qui a joué dans les situations qui nous sont présentées. Finalement, l'intérêt que le livre a ici, c'est de nous amener à réfléchir sur les possibles conséquences des problèmes qui sont soulevés d'un point de vue mathématique et qui sont présentés via le biais des mathématiques. Le deuxième point sur lequel j'ai un problème, c'est le sous-titre. Et ça, c'est pas la faute de nos autrices en l'occurrence, mais c'est la faute de l'éditeur. On a, je trouve, une traduction qui est complètement fausse par rapport à ce que doit être le sous-titre. En anglais, le sous-titre, c'est « How numbers get used and abused in a courtroom ». Je vous donne une traduction libre un peu comme elle vient. Comment les chiffres sont utilisés, abusés dans les salles d'audience, ou les usages des nombres et leur abus en salle d'audience. Alors je comprends, c'est probablement bien moins vendeur, mais c'est surtout beaucoup plus vrai. Parce que, à nouveau, parmi les affaires sélectionnées, notamment Ponzi, il n'y a pas d'erreur judiciaire à proprement parler. Le tout, évidemment, se produit au sein d'un système judiciaire. Mais l'erreur est mathématique, elle n'est pas forcément judiciaire. Elle a des impacts judiciaires, mais elle ne l'est pas au sens commun du terme, avec quelqu'un qui finit en prison pour toute sa vie. Évidemment, il y a des cas comme ça, mais ça ne l'est pas systématiquement, et du coup, le sous-titre ne rend pas justice à ce que propose de faire le livre. Troisième point maintenant. Ce livre, il a été écrit pour le grand public, ou du moins un public plus large que celui de spécialistes, et ça se sent dans l'écriture, parce que pour le coup, on a vraiment pour chacune des affaires une proposition, avec les différentes étapes, un peu en mode suivi d'un feuilleton judiciaire, et ça c'est vraiment top. Ça nous permet de se plonger dans les affaires, de les découvrir ou de les redécouvrir. Mais, et c'est là que je suis plus mitigé, lorsque au sein des affaires on nous explique l'erreur mathématique, l'erreur de raisonnement qui est commise, c'est pas toujours si clair et si évident que ça. Je ne dis pas que c'est compliqué, je vous rassure, on n'a pas des pages et des pages de calcul avec des formules de partout. C'est pas le genre de livre que vous pouvez lire dans le métro, ça demande un minimum de concentration et d'implication. Et au-delà, je pense vraiment que avoir un minimum de connaissances en maths ou au minimum en proba, ça facilite quand même la compréhension des enjeux qu'il y a derrière. Quatrième et dernier point, c'est un peu un point bonus, celui-là, voilà, je vous le donne comme ça. Là, c'est vraiment la faute de l'éditeur. Là, franchement, ça va pas du tout. Moi, j'ai l'édition de poche. La maison d'édition, c'est Point, avec un S, puisqu'il y a aussi une édition qui a été faite évidemment avant en grand format. Et là, ça se voit que Point, ils ont absolument pas écouté mon épisode où je dis ce qui me saoule avec les livres. Parce que punaise, c'est vraiment pas possible de mettre une police aussi petite sur un bouquin, encore plus quand on parle d'un sujet un peu technique. Ça facilite absolument pas la lisibilité et la compréhension. C'est vraiment saoulant, agaçant, et ça renforce en plus ce que je vous disais à l'instant sur le besoin d'être concentré. Sinon, c'est ciao. Et le problème, c'est que, ok, point, la renta, je veux bien. Mais du coup, c'est une chose sur laquelle vous devez penser au lecteur et faire un effort, à minima sur des bouquins à composantes techniques, d'autant plus que là, on parle de mathématiques, et donc ça renforce l'image de l'illisibilité et l'incompréhension totale. Donc s'il vous plaît, la prochaine fois, vous faites un effort. Maintenant, je vous donne un dernier élément un peu plus global. Lors de la préparation de mon épisode, comme d'habitude, on fait des petites recherches, etc. Vous savez, on fait les choses bien. Je suis tombé sur une conférence donnée par Leila Schneps en 2017 sur justement le sujet « Les maths au tribunal ». Dans cette conférence, qui a eu lieu à l'occasion de la fête de la science, elle présente 3 cas, dont 2 sont présents dans le livre. Je sais qu'il s'agit de médiums différents et donc que la communication, le niveau de langage et d'approfondissement ne sont pas les mêmes, par définition. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que la conférence était sur certains points beaucoup plus agréable pour appréhender les concepts et les enjeux qu'il y avait sur ce livre. D'un point de vue mathématique, plus abordable aussi parce qu'elle est plus immédiate et plus imagée, plus concrète que le livre. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si jamais vous hésitez à lire ce livre-là, peut-être que ça peut être bien de commencer par la conférence pour comprendre, pour vous immerger un peu dans le sujet et savoir si ça vous convient ou pas et savoir si vous avez envie de pousser un peu plus loin avec le livre. La conclusion de la conférence, qui est finalement aussi le message du livre, c'est une ode aux mathématiques.
Au-delà de la matière et de l'angoisse que ça peut procurer à certains, ce que je comprends et ce que j'ai cité un peu plus haut, l'idée derrière, c'est de se dire que les mathématiques sont nécessaires parce que ça fournit un cadre de pensée, une méthodologie de raisonnement, une approche de la résolution de problèmes. Et que, si ce cadre manque, si vous n'avez pas un minimum de structuration dans votre pensée, dans votre raisonnement, les conséquences que cela entraîne peuvent être, dans certains cas, assez désastreuses, tant au niveau des individus, mais également de la société, que ce soit en médecine, avec une mauvaise prise en charge de certains patients, ou que ce soit dans le cadre, ici, de la justice, avec la potentielle condamnation d'innocents. Je vous lis pour finir une citation qui nous met en exergue le besoin d'avoir ce recul, cette importance qu'il y a à avoir un esprit construit, un esprit critique, un esprit raisonné. Le problème, c'est que ces chiffres ne visent pas toujours à nous informer. La plupart du temps, ils tendent plutôt à infléchir notre jugement, à nous influencer, à nous effrayer, à nous leurrer enfin, grâce à cette placide autorité que nombre et formules exercent sur nous. Mesdames, messieurs les jurés, vous avez maintenant l'ensemble des clés nécessaires pour établir votre verdict. Alors, à vous de juger. Et c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Partagez-le. Pensez à nous mettre les étoiles sur les différentes plateformes de streaming, ça nous permet vraiment de remonter dans le référencement et de pouvoir attirer de nouveaux auditeurs. Comme d'habitude autrement, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.